Après quelques minutes, j'arrivais à distinguer vaguement la lisière des arbres et la masse pâle de ma tante, mais guère davantage. C'est alors que le coup a retenti de nouveau. Il provenait de la lisière, juste à la limite du camp, bien plus près que la nuit précédente. Cette fois, j'étais parfaitement éveillé et alerte. Je ne pouvais plus me convaincre qu'il s'agissait d'autre chose. Et, cette fois, je savais exactement d'où venait le bruit. Je regardais presque directement vers cet endroit. Après le coup, j'ai entendu un son que je ne peux décrire autrement que comme un halètement. De longues inspirations rapides, semblables à celles d'un gros animal essoufflé. Mais le bruit provenait de bien plus haut qu'il ne l'aurait été pour une créature à 4 pattes, et même à vrai dire, pour un homme. Je tiens à préciser d'emblée que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été confronté à quelque chose d'inexplicable. Au fond, je ne suis qu'un vendeur d'assurance à la retraite. C'est le métier que j'ai exercé pendant la majeure partie de ma vie, jusqu'à ce que mon dos me lâche et que je sois reconnu invalide. À l'époque où je travaillais encore, mon métier consistait essentiellement à expliquer aux gens que ce qui les empêchait de dormir la nuit ne leur arriverait probablement jamais. Et je leur montrais des tableurs pleins de chiffres pour le leur prouver. Donna, ma femme, pense que la plupart des témoignages envoyés à des émissions comme celle-ci viennent de types qui ont juste aperçu un ours sous un mauvais éclairage et qui, pour une fois dans leur vie, ont cru être les élus choisis par le destin pour être témoins de l'extraordinaire. Je partageais ce point de vue, jusqu'au printemps d'il y a 2 ans. Je vais vous raconter mon histoire, et vous en ferez ce que vous voudrez. Je ne vais pas vous supplier de me croire ni quoi que ce soit de ce genre, mais je vous remercie de m'écouter. L'endroit où tout ça s'est passé se trouve dans les Ozarks, ici, en Arkansas. Je sais que j'y suis quand mon téléphone perd le réseau, quelques kilomètres avant la fin de la route. À partir de là, il faut continuer à pied. Je chasse sur ces terres depuis que mon père m'y a emmené pour la première fois, quand j'avais environ 11 ans. C'est une forêt nationale, mais il y a là-haut un plateau dont plus personne ne s'occupe, depuis que la route qui menait jusqu'au fond a été fermée, dans les années 1990. J'imagine que le comté n'a jamais jugé utile de la réparer. Pour atteindre ce plateau, il faut laisser le camion au pied d'une ancienne coupe forestière, puis gravir une crête. La montée prend une bonne heure lorsqu'on transporte un affût, une glacière et un sac de près de 18 kilos. Personne ne s'inflige ça pour chasser le dindon sauvage alors qu'on en trouve bien plus facilement, en contrebas, dans les plaines alluviales. Là-bas, un homme peut pratiquement garer son véhicule à côté de l'oiseau qu'il convoite. Année après année, ce plateau-là était donc tout à moi, et cela m'allait parfaitement. Je chasse à l'arc. Je sais que chasser le dindon à l'arc peut sembler étrange. Pour faire court, mon père chassait et, enfant, je chassais à ses côtés. Mais après sa mort, l'idée de continuer à tirer les dindons au fusil a fini par me déranger. Cela n'avait rien à voir avec une quelconque opposition aux armes ou avec la défense des animaux. C'était plutôt une question de rapport à la chasse. Puisque je ne chassais plus avec mon père, ni pour lui, quelque chose en moi me disait que je devais désormais le faire pour la beauté du jeu. L'arc me paraissait offrir un heureux compromis entre abattre un oiseau au fusil et l'étrangler à main nue. Avant même d'en arriver à cette conclusion, je me souviens avoir pris un arc dans le jardin et m'être entraîné sur une cible,
simplement pour m'occuper les mains le soir. Puis, une saison, je me suis dit que je pourrais tout aussi bien l'emporter dans les bois et laisser mon fusil dans le camion. J'ai donc acheté un affût au sol pour dissimuler mes mouvements au moment du tir, et je chasse ainsi depuis lors. Cela demande davantage d'efforts, c'est vrai, mais je crois que c'est en grande partie pour cette raison que j'aime autant cette pratique. On dit qu'un dindon peut vous repérer en train de cligner des yeux à 37 mètres, et avec un arc, il faut effectuer un ample mouvement pour tendre complètement la corde. On reste donc recroquevillé dans une petite boîte en nylon dont les fenêtres ne sont ouvertes que sur de minces fentes, en essayant de demeurer aussi immobile que possible. Lorsque le moment se présente, on dispose d'environ 1 seconde pour armer l'arc, pendant que l'oiseau a la tête cachée derrière un tronc ou plongé dans les herbes. Tout se joue sur le choix de cet instant, ce qui exige davantage de stratégie et même d'adresse. Il m'est arrivé de passer des week-ends entiers sur ce plateau sans décocher une seule flèche. C'est le prix à payer. Mais lorsqu'on réussit à prendre un oiseau, la satisfaction n'en est que plus grande. Quoi qu'il en soit, je connais ce plateau et les terres alentours comme ma poche. Je sais quel bruit on est censé y entendre à chaque heure de la nuit. Je ne suis pas du genre à prendre une chouette rayée pour une créature étrange, ni à perdre mes moyens dans l'obscurité parce qu'un cerf piétine le sol et souffle dans ma direction. J'ai dormi seul là-haut plus de nuits que je ne saurais en compter. Et, en 2 décennies, ma pire rencontre a été celle d'un mocassin à tête cuivrée qui avait réussi, je ne sais comment, à se glisser dans ma botte. Mais c'est une autre histoire. À part cela, ce qu'il y a de plus effrayant dans les Ozarks, ce sont les tiques et les maladies qu'elles transmettent. De nos jours, il faut notamment se méfier du syndrome alpha-gal. Merci, Bill Gates. Ce printemps-là, je suis monté un jeudi. On annonçait de la pluie pour le week-end et je voulais profiter seul des quelques jours de temps sec. Alors je suis parti plus tôt que prévu. J'avais une nouvelle tente à essayer, un de ces modèles censés se monter en quelques minutes lorsqu'on sait s'y prendre. Je voulais me familiariser avec son montage avant l'arrivée de la pluie. J'ai garé le camion près de la coupe forestière, chargé mon sac sur mon dos et commencé à gravir la crête. La montée était agréable ce matin-là. Les cornouillers étaient en fleurs. Aux 2/3 du chemin environ, il y a un replat où un ruisseau traverse le sentier. Je m'y suis arrêté pour manger un sandwich et écouter la nature pendant un moment. De l'autre côté de la crête suivante, j'entendais un dindon glouglouter depuis son perchoir. Cela m'a électrisé. J'ai achevé la montée en me sentant mieux que je ne m'étais senti depuis longtemps. J'ai installé mon campement à l'endroit habituel, au cœur d'un petit bosquet de cèdres où le sol est plat et protégé du vent. Personne, en contrebas, ne peut vous apercevoir là-haut. J'y ai également un ancien foyer de pierre que j'ai aménagé au fil des années passées à occuper les lieux. J'ai monté la tente et installé mon sac de couchage. J'ai suspendu mon sac de provisions à une branche, suffisamment loin de l'endroit où j'allais dormir. Il faut prendre cette précaution si l'on ne veut pas qu'un ours vienne vous dévorer le visage. Ensuite, je suis parti reconnaître les environs pendant qu'il faisait encore jour. En descendant la pente, j'ai découvert des grattages récents dans les feuilles, là où un groupe de dindons était passé. J'ai également trouvé des fientes en forme de J, signe de la présence d'un mâle. Plus bas, près du ruisseau, j'ai repéré dans la boue plusieurs empreintes aussi larges que ma main. Cela m'a mis d'encore meilleure humeur. J'ai installé mon affût dans un renfoncement broussailleux, en bordure d'une clairière. J'espérais que les oiseaux passeraient par là aux premières lueurs. J'ai donc disposé 2 leurres,
une femelle et un jeune mâle, avant de regagner le camp. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner et je me suis couché tôt. Le problème, c'est qu'il faut être dans l'affût avant que les oiseaux ne quittent leur perchoir. Cela signifie qu'il faut s'y rendre dans l'obscurité la plus complète. Il ne s'est rien passé durant cette première nuit. J'ai bien dormi et n'ai entendu que les bruits habituels. À un moment, j'ai perçu les jappements de coyotes quelque part du côté de la rivière. Ils s'excitaient à propos de quelque chose, mais ils étaient assez loin, alors je n'y ai pas prêté attention. Il y avait également une chouette près du ruisseau. Je me suis réveillé à plusieurs reprises, agité par l'inconfort du sol dur et par cette première nuit passée dehors, mais c'est assez normal. Chaque fois, je restais simplement allongé à écouter. Je ne remarquais rien d'anormal, puis je me rendormais. Le vendredi matin, j'ai abattu un oiseau. C'était ma meilleure matinée de chasse depuis des années. Je me trouvais dans l'affût avant l'aube. Peu à peu, les bois se sont éveillés autour de moi. D'abord un cardinal, puis des corbeaux plus bas sur la pente. Et enfin les mâles se sont mis à glouglouter depuis leur perchoir. Il y en avait au moins 3, tout près. Mon cœur battait à toute vitesse. J'étais surexcité. J'ai lancé quelques doux gloussements de femelles au perchoir à l'aide de mon appôt buccal. Rien de trop appuyé, juste de quoi leur faire comprendre qu'une femelle les attendait en bas et qu'elle était intéressée. L'un d'eux a pratiquement perdu la tête. Lorsqu'ils ont quitté leur perchoir, j'ai entendu de lourds battements de leurs ailes. L'un des mâles s'est dirigé vers mes leurres, gonflé à bloc, la queue déployée et l'extrémité des ailes traînant dans la terre, paradant face aux leurres du jeune mâle. Il s'est immobilisé juste hors de portée et n'a plus bougé. J'ai dû patienter. Mes jambes me faisaient atrocement souffrir. Je sentais une crampe gagner mon pied gauche et je ne pouvais rien y faire. Finalement, il a cédé et s'est avancé pour régler son compte au leurre. Lorsqu'il est passé derrière la femelle, sa tête a disparu de mon champ de vision. J'ai donc commencé à armer mon arc. Dès qu'il s'est dégagé, j'ai décoché, et ma flèche l'a frappé de plein fouet. Il a couru sur une dizaine de mètres avant de s'effondrer. C'était un gros spécimen, avec une barbe de presque 30 cm et des ergots épais comme mon pouce. Je suis allé le récupérer. Je l'ai rapporté au camp et j'étais assez heureux pour siffloter tout le long du chemin. J'ai préparé l'oiseau au camp. Je prends toujours mes précautions à cause des ours, même si je n'en ai jamais aperçu dans ce secteur. Je n'y ai relevé que des traces de leur passage, et encore, elles étaient anciennes. J'ai emporté les parties que je ne conservais pas, les entrailles et le reste, loin de l'autre côté du plateau, jusqu'à un petit ravin situé à quelques centaines de mètres de l'endroit où je dormais. Mon père m'avait toujours martelé cette règle. On ne laisse pas ce genre de déchets à proximité de son lit. Ensuite, je me suis lavé dans le ruisseau. J'ai emballé la viande et l'ai suspendue à l'ombre dans son sac isotherme. J'ai pris un bon déjeuner. Après tout, je l'avais bien mérité. Puis je me suis allongé un moment au soleil. C'était une belle journée. Cet après-midi-là, je suis retourné au ravin pour vérifier que je n'avais rien laissé qui puisse attirer un animal directement jusqu'à mon sentier. Les entrailles avaient disparu. En soi, cela n'avait rien d'étrange. Corbeaux, coyotes, opossums, à peu près n'importe quel animal aurait pu nettoyer les lieux en moins d'1 heure. Et plusieurs heures s'étaient écoulées. Pourtant, les restes n'avaient pas été déchiquetés ni traînés partout comme l'aurait fait un animal. Après leur passage, il subsiste toujours un certain désordre, quelques plumes arrachées, une traînée dans les feuilles. Là, il n'y avait rien de tout cela.
Tout avait simplement disparu, comme si quelqu'un s'était baissé et avait soigneusement ramassé l'ensemble. Les feuilles alentours avaient à peine été remuées. Il ne restait qu'une tache sombre sur une pierre plate. Je suis demeuré là un moment, en me disant que je me triturais trop la tête, puis je suis remonté. Ce soir-là, je me suis assis près de mon petit feu pour manger. La lumière qui filtrait à travers les cèdres est devenue dorée, puis rouge, et les bois se sont tus juste avant la tombée de la nuit. C'était ce bref silence qui précède le réveil des créatures nocturnes. J'ai essayé d'appeler Donna, au cas où je capterais un peu de réseau, mais il n'y a jamais de signal là-haut. Comme l'appel ne passait pas, je suis resté assis avec mon café à contempler les flammes. Je me souviens de la paix profonde que j'éprouvais à cet instant. Je me disais que je devrais vraiment faire cela plus souvent et que j'avais trop espacé mes séjours. Maintenant que mon père n'était plus là et que les garçons avaient grandi, je me suis promis de revenir plus régulièrement. Le froid a commencé à tomber. J'ai donc éteint le feu, noyé les braises tout en remuant les cendres, puis recommencé une seconde fois. Ensuite, je suis entré dans ma tente. Je serais incapable de vous dire à quelle heure je me suis réveillé. Je n'ai pas regardé. Ce qui m'a tiré du sommeil, c'était un bruit. Un coup porté contre du bois. Un seul coup sec. Il venait de quelque part en contrebas, sur la pente. On aurait dit qu'une grosse branche, en tombant, en avait heurté une autre. Sauf qu'une branche qui chute poursuit sa course jusqu'au sol. Elle s'écrase et dévale la pente. Elle ne produit pas un seul choc avant de s'immobiliser net. Là, j'avais entendu un coup franc, puis plus rien. Je suis resté allongé. Je n'avais pas encore peur, j'étais seulement intrigué. Bien réveillé, je tendais l'oreille en me disant qu'un cerf avait peut-être décroché une branche morte, ou qu'un tronc pourri avait fini par céder. J'avais remonté mon sac de couchage jusqu'au menton et je sentais le froid du sol traverser le matelas. Alors que j'étais allongé à réfléchir, le bruit s'est reproduit. Un autre coup, venu cette fois d'un endroit différent, sur la gauche du premier. C'était comme si ce qui avait provoqué le premier choc s'était déplacé entre-temps. Puis, bien plus tard, assez longtemps pour que je me persuade de me rendormir, un troisième coup a retenti au-dessus du camp, sur le versant supérieur, là où il n'y a rien d'autre qu'un fourré de cèdres et le sommet dénudé de la crête. Pour se retrouver là-haut, quelqu'un aurait dû contourner tout le camp, et il aurait fallu qu'il le fasse sans bruit, puisque je n'avais entendu aucun pas et que j'ai le sommeil plutôt léger. Je suis resté allongé dans la tente, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Je me suis concentré sur ma respiration, en veillant à la rendre aussi silencieuse que possible, à la fois pour mieux entendre et pour ne pas être repéré. Mais plus rien ne s'est produit. Je n'ai entendu ni pas ni nouveau coup. Seulement ces 3 chocs, répartis sur ce qui avait peut-être été une demi-heure, chacun venu d'un endroit différent. Ils avaient comme dessiné un cercle autour de moi. Je me suis convaincu que 3 branches distinctes étaient tombées, même si cette explication paraissait un peu ridicule. Car, en vérité, on aurait dit que quelque chose longeait la périphérie de mon camp dans le noir et frappait de temps à autre contre un arbre, comme un type parcourant un couloir en donnant un coup à chaque porte. Lorsque le jour a commencé à poindre, je me suis levé et, à la lumière du matin, je me suis senti bête. J'ai préparé mon café et rassemblé mon matériel, puis je suis allé m'installer dans l'affût pour la matinée. Après tout, j'avais roulé 3 heures et grimpé 1 heure pour cela. Je n'allais pas laisser quelques bruits étranges me filer la frousse. Et vous savez quoi ? J'ai abattu mon 2e oiseau ce matin-là.
la chasse n'a pas été aussi belle que la première. Je n'étais pas entièrement concentré. Je pensais trop à la nuit précédente. Au lieu de surveiller les leurs, je me surprenais à jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, à travers la fenêtre arrière de l'affût. À plusieurs reprises, j'ai failli laisser passer des oiseaux à cause de cela. Celui-ci s'est approché en silence, sans le moindre glouglou. Il est simplement apparu au bord de la clairière, déjà tout près, comme cela arrive parfois lorsqu'un mâle est nerveuse ou épuisé d'avoir couru après les femelles. J'ai bien failli ne pas pouvoir tirer, mais j'ai eu mon occasion et j'ai placé ma flèche correctement. C'était mon deuxième grand mâle, 2 dindons pris à l'arc sur des terres publiques. J'aurais dû être aux anges. Au lieu de cela, je me sentais vidé. Quelque chose au fond de mon esprit refusait de s'apaiser. En rapportant ce deuxième oiseau au camp, je me demandais déjà si j'allais passer une nuit de plus là-haut ou plier bagage avec un jour d'avance. J'ai préparé l'oiseau, puis j'ai emporté les entrailles de l'autre côté du plateau, cette fois loin du ravin, afin de n'avoir aucune raison d'y retourner. J'ai suspendu la viande et je suis allé me laver. J'étais assis près de mon foyer, au milieu de l'après-midi, en plein jour, tandis que la chaude lumière du soleil descendait à travers les cèdres, lorsque j'ai aperçu la flèche. C'était l'une des miennes. Je l'ai reconnue immédiatement à son empennage. Mes encoches sont oranges afin que je puisse facilement retrouver une hampe dans les feuilles. La flèche était plantée bien droite dans le sol, à la lisière de mon camp, à quelques pas de la tente. Sa pointe de chasse était enfoncée dans la terre, si bien qu'elle tenait debout toute seule, la hampe dirigée vers le ciel. Elle ne portait aucune marque non plus. Or, je compte toujours mes flèches. Mon père m'avait fait entrer cette règle dans la tête quand j'étais gamin. Compte tes flèches. J'en avais transporté 12 jusqu'au sommet de cette crête. J'en avais tiré 2 sur mes 2 oiseaux, puis les avais récupérées toutes les 2. Elles se trouvaient dans mon sac, car on ne laisse pas traîner une pointe de chasse dans les bois. Sans compter ces 2-là, il devait donc m'en rester 10 dans mon carquois. Je suis allé les recompter pour m'en assurer. À ma grande surprise, il n'y en avait que 9. Avec celle qui était plantée dans le sol, le compte remontait à 10. Je les arrachais à la terre et les gardais en main. Encore et encore, j'ai compté les flèches qui se trouvaient dans mon sac, puis celles du carquois, pour vérifier que je ne perdais pas la tête. J'obtenais chaque fois le même résultat. Une de mes flèches avait quitté ce carquois pour aller se planter dans le sol, à quelques pas de ma tente, et ce n'était pas moi qui l'y avais mise. Cela ne pouvait s'être produit que pendant l'heure, voire davantage, où j'étais parti jeter les entrailles avant de descendre me laver au ruisseau. Durant tout ce temps, mon arc était resté appuyé contre la glacière, sans surveillance. C'est à ce moment-là que j'ai véritablement compris. Un froid glacial m'a envahi le ventre et un frisson m'a parcouru l'échine tandis que je me tenais seul, au milieu des bois. Quelque chose, ou quelqu'un, était entré dans mon camp en plein jour, avait retiré une de mes propres flèches du carquois et l'avait plantée dans la terre, à un endroit où j'étais certain de la remarquer. Et tout cela sans faire le moindre bruit. J'aurais dû plier bagage sur le champ. Un homme plus intelligent l'aurait fait. Un homme plus intelligent serait redescendu de la montagne avec 2 oiseaux et une sacrée frayeur. Mais je suis resté là, la flèche à la main, à chercher des excuses pour ne pas partir. Je me suis dit que j'avais peut-être mal compté, ou que j'avais pu laisser tomber la flèche de telle façon qu'elle se soit plantée toute droite. Pourtant, aucune de ces explications ne résiste plus d'1 seconde à la réflexion. Il n'y avait aucun autre chasseur sur le plateau. J'aurais trouvé ses empreintes de bottes, ses détritus ou n'importe quel autre indice trahissant sa présence. Une flèche ne tombe pas toute seule dans la terre comme ça, et je ne me trompe jamais en comptant mes flèches. Jamais. Mon père s'en était assuré lorsque j'étais enfant. Malgré tout, je voulais encore rester.
J'avais roulé jusqu'ici et gravi tout ce chemin. J'avais déjà abattu 2 beaux oiseaux. La part obstinée de moi-même refusait de laisser quelques brises et une mauvaise plaisanterie avec une flèche me chasser de l'endroit que je considérais comme le mien. J'ai donc replacé la flèche dans mon carquois, recompté une nouvelle fois, puis décidé que je prendrais ma décision le lendemain matin. Il ne s'est rien passé durant le reste de l'après-midi. Je suis demeuré près du feu à aiguiser mes pointes de chasse. J'ai dîné tôt, car je voulais être enfermé dans ma tente avant la nuit. Sans cesse, je me surprenais à m'asseoir légèrement de biais sur la bûche, afin de conserver la lisière des arbres dans mon champ de vision. Lorsque je m'en rendais compte, je me sentais ridicule, même si j'étais seul, et je me forçais à me retourner vers le feu. Quelques minutes plus tard, pourtant, j'étais de nouveau assis de travers. Vous avez déjà vu un chien posté derrière une porte moustiquaire, grognant sourdement en direction de la cour alors qu'il n'y avait rien à voir? C'était moi. Les bois se dressaient autour de moi, en apparence aussi ordinaires que toujours. Mais, en cet instant, je les haïssais. Il était évident que quelque chose d'anormal s'y passait, tout comme il était évident que je n'étais pas vraiment seul. Au crépuscule, les bruits de la forêt se sont peu à peu... Même les insectes se sont tus. Je suis resté assis en silence, convaincu que quelque chose approchait. J'ai passé assez de nuits dans les bois pour savoir ce que cela signifie généralement. Une créature que même les insectes n'apprécient pas est en train de traverser les environs. Cela peut être une chouette qui tend son perchoir, ou un lynx. Dans ce cas, on attend quelques minutes pour voir si le phénomène passe. Si c'est le cas, les insectes recommencent à chanter. J'ai donc attendu. Je suis resté là, mon dîner refroidissant entre mes mains, à attendre que la forêt reprenne vie autour de moi. Mais elle est demeurée muette. Le silence s'est prolongé au point qu'il m'a soudain semblé insensé de rester assis près d'un feu, au milieu de l'obscurité. Comme si les flammes allaient trahir ma présence. Comme si tout pouvait me voir alors que, moi, je ne voyais rien. Au lieu d'attiser le feu ou d'y ajouter du bois, je l'ai donc laissé mourir. Une fois les flammes éteintes, je suis resté assis dans le noir, le temps que mes yeux s'habituent peu à peu. Après quelques minutes, j'arrivais à distinguer vaguement la lisière des arbres et la masse pâle de ma tente, mais guère davantage. C'est alors que le coup a retenti de nouveau. Il provenait de la lisière, juste à la limite du camp, bien plus près que la nuit précédente. Cette fois, j'étais parfaitement éveillé et alerte. Je ne pouvais plus me convaincre qu'il s'agissait d'autre chose. Et, cette fois, je savais exactement d'où venait le bruit. Je regardais presque directement vers cet endroit. Après le coup, j'ai entendu un son que je ne peux décrire autrement que comme un halètement. De longues inspirations rapides, semblables à celles d'un gros animal essoufflé. Mais le bruit provenait de bien plus haut qu'il ne l'aurait été pour une créature à 4 pattes, et même à vrai dire, pour un homme. Je n'ai pas bougé. Un nouveau coup a retenti sur ma droite. Mon visiteur s'était déplacé et, comme auparavant, il l'avait fait sans produire le moindre bruit. Il avait parcouru 6 bons mètres à travers une litière sèche d'aiguilles de cèdre qui craque au passage d'un simple tamia. Pourtant, cette chose semblait l'avoir traversé en lévitant. J'ai chassé dans cette région toute ma vie. Je peux entendre un écureuil changer d'avis dans un arbre à 60 mètres. Cette chose avait franchi un espace dégagé si près de moi que j'aurais dû percevoir chacun de ses pas. J'aurais même dû entendre son poids se balancer pendant sa marche. Mais je n'avais rien entendu. C'est comme si elle s'était trouvée à un endroit, puis soudain à un autre. Je me suis baissé et j'ai regagné ma tente.
Je me suis assis, l'arc posé en travers de mes genoux. Dans une tente en nylon plongée dans le noir complet, un arc est sans doute l'objet le plus inutile au monde. Il n'y a pas assez de place pour le bander, et même si l'on y parvenait, il serait impossible de viser dans une obscurité pareille. Mais, à cet instant, j'avais besoin de tenir quelque chose pour me sentir en sécurité, ou du moins pour avoir l'impression que je pourrais agir si cela devenait nécessaire. Dehors, les coups ont continué. Ils faisaient tout le tour de la tente et, contrairement à la nuit précédente, ne se sont pas limités à 3. Un coup retentissait sur ma gauche, suivi d'une longue attente. Puis un autre derrière ma tête, suivi d'une attente plus longue encore. Puis un troisième au-delà de mes pieds. La durée de chaque intervalle était différente. Quelle que soit la créature qui produisait ces sons, elle agissait avec lenteur et méthodologiquement. Je crois n'avoir jamais rencontré un animal capable d'une telle patience. Parfois, elle gardait un silence de mort pendant 10 à 15 minutes, juste assez longtemps pour me laisser croire qu'elle m'avait peut-être abandonné. Puis un nouveau coup retentissait et remettait mon cœur et mon esprit en alerte. Elle avait toute la nuit devant elle. C'était son territoire, quelle que fût cette chose. Et moi, j'étais l'intrus. Le pire s'est produit au milieu de la nuit. Un coup a retenti à ma gauche, puis une réponse est venue de ma droite, presque aussitôt, beaucoup trop vite. Les deux étaient très proches, il n'y avait eu aucun délai entre eux. Désormais allongé avec l'arc posé sur ma poitrine, j'ai compris que je n'avais pas affaire à une seule chose. Il y en avait au moins 2. J'étais en infériorité numérique. Puis l'une d'elles s'est approchée de la tente. Je ne l'ai pas entendu venir. Je ne l'ai même pas entendu bouger. En revanche, j'ai senti le sol remuer. Si vous avez déjà été allongé à même la terre tandis qu'une personne ou un animal lourd marchait tout près, vous connaissez cette vibration qui traverse le sol et remonte jusque dans votre dos. Il n'est pas nécessaire d'entendre le moindre pas pour l'apercevoir. C'est ce que j'ai senti. Puis une autre vibration, plus proche. Quelque chose avançait vers moi en posant tout son poids à chaque pas. Le halètement a repris. Mais il ne venait plus de la lisière. Il se trouvait juste à côté de ma tête, immédiatement de l'autre côté de la tente. La plus fine étoffe que l'humanité ait jamais conçue me séparait de quelque chose qui paraissait capable de me déchirer en deux. Je suis resté allongé, les yeux ouverts, en essayant de ne plus respirer. Je l'entendais se pencher vers moi. La paroi de la tente s'est appuyée très légèrement contre mon épaule. J'ignorais si c'était son visage, sa main ou je ne sais quoi d'autre, mais même les arceaux ont commencé à craquer doucement sous son poids. Puis la chose s'est immobilisée ainsi, penchée au-dessus de moi contre la tente, respirante et probablement occupée à me renifler à travers la toile. C'est alors que j'ai perçu son odeur, la pire puanteur animale que l'on puisse imaginer. Comme si l'on avait passé 1 heure à empiler des cadavres d'animaux écrasés au bord d'une route avant de les rapporter chez soi et de les faire chauffer au micro-ondes pendant 10 minutes. Finalement, la chose a lentement retiré son poids, avec la même lenteur qu'à l'approche. Une bonne minute plus tard, un nouveau coup a claqué depuis la lisière, assez loin de moi. Jamais auparavant, ni depuis, je n'ai été aussi près de mourir de peur qu'à cet instant, où la paroi de la tente touchait mon épaule. Je crois sincèrement que si cette chose avait poussé jusqu'à traverser la toile, je serais probablement mort sur place. Mon cœur n'aurait pas tenu. Après cela, j'ai renoncé à essayer de suivre leurs déplacements et je me suis contenté de trembler. J'ai également prié. D'ordinaire, je ne suis pas un homme de Dieu, et les mots sont sortis dans le désordre, mais je les ai prononcés, à voix haute. J'ai pensé à Donna. Elle dormait probablement à 40 minutes de route de l'endroit où je me trouvais, et je me suis rappelé que je ne pourrais pas l'appeler avant d'être reparti. En réalité, pas une seule personne en vie ne savait sur quelle montagne je me trouvais.
et encore moins sur quel plateau. J'avais si bien gardé cet endroit secret pendant des décennies. Jusqu'à cette nuit-là, j'en avais été fier. À présent, je regrettais amèrement mon silence. Mon Dieu, Donna attendrait mon retour jusqu'au dimanche avant de commencer à s'inquiéter, puis patienterait sans doute une journée de plus avant d'appeler réellement les autorités. Et quand bien même elle le ferait, personne ne saurait où commencer les recherches. Je suis resté allongé dans le noir, toutes ces pensées s'accumulant dans mon esprit, jusqu'à ce que je sois obligé de les repousser dans l'espoir de trouver un peu de sommeil ou de paix. Les coups se sont poursuivis durant la majeure partie de la nuit. À un moment, ils se sont espacés de plus en plus, puis ils ont fini par cesser. Mais même alors, je ne me suis senti ni rassuré, ni soulagé. Je suis donc resté étendu, tremblant encore, dans l'attente du moindre bruit. Je savais que je ne dormirais pas. Le reste de la nuit n'a été qu'un brouillard d'épuisement. Enfin, j'ai entendu les oiseaux. La forêt revenait à la vie. Pour la première fois, je me suis senti suffisamment en sécurité pour bouger. Et mon premier geste a été de porter la main à l'endroit de mon épaule que la chose avait touché à travers la toile, comme si je m'attendais à y découvrir une marque ou une tache. Je suis resté assis un moment encore avant de trouver le courage de saisir la fermeture à glissière. J'imaginais toujours la chose dehors, en train d'attendre que j'ouvre. Lorsque je me suis enfin décidé, j'ai tiré d'un coup sec, comme on arrache un pansement. Puis j'ai bondi dehors, ou plutôt trébuché à moitié, en tournant frénétiquement la tête de gauche à droite pour repérer le moindre mouvement. Mais il n'y avait rien. Mon camp était vide. Le foyer était toujours froid et le soleil filtrait entre les cèdres. Quelles qu'aient été ces choses, elles étaient parties et m'avaient laissé tranquille pour la matinée. J'ai toutefois vite compris qu'elles avaient laissé des messages. Les pierres de mon foyer avaient été déplacées. Elles n'avaient pas été simplement renversées ou arrachées par un animal attiré par la graisse, comme aurait pu le faire un ours. Quelqu'un les avait disposées ainsi délibérément. Depuis des années, elles formaient un cercle. Désormais, elles dessinaient une longue ligne incurvée dont le côté ouvert faisait face à ma tente. Ce n'étaient pas de petits cailloux. J'aurais dû les entendre bouger ou entendre un homme grogner sous l'effort en les traînant. Pourtant, bien que je sois resté éveillé toute la nuit, je n'avais absolument rien perçu. Et voilà qu'elles trônaient devant moi dans leur magnifique nouvelle disposition. Puis j'ai aperçu mes leurs. Je les avais plantées dans la clairière, près de l'affût, à près de 200 mètres de là, plus bas sur la pente. À présent, ils se dressaient tous les deux au milieu de mon camp. Quelque chose les avait arrachés, transportés dans le noir, puis avait su enfoncer leurs piquets dans la terre pour les faire tenir debout. Ils étaient même tournés vers l'entrée de ma tente. La femelle et le jeune mâle attendaient tous les deux de m'accueillir à ma sortie. Je me suis mis à chercher des traces. Si deux intrus avaient décidé d'envahir mon campement, je trouverais forcément une preuve de leur passage autre que les objets déplacés. Le sol autour de la tente avait été fortement remué. La couche de feuilles avait été soulevée, puis tassée en larges plaques. Mais la seule empreinte nette que j'ai trouvée se situait dans la terre noire et meuble, au bord du foyer, là où j'avais jeté mon eau de vaisselle la veille au soir. C'était incontestablement l'empreinte d'un pied. Un pied nu. Mais, mon Dieu, quelle taille. Je chausse du 45, et pourtant cette trace dépassait ma botte de toute la longueur d'une main. Elle était presque 2 fois plus large au niveau de l'avant-pied. 5 orteils écartés s'étaient profondément enfoncés dans le sol. Sous le poids de la créature, le talon avait plongé loin dans la boue. J'ai posé ma botte à côté pour m'assurer que je ne perdais pas la tête. Mon 45 avait l'air d'un pied d'enfant en comparaison. J'en suis resté bouche bée. Une empreinte d'ours, je l'aurais reconnue. Une empreinte humaine aussi, bien entendu.
mais celle-ci ressemblait à un pied d'homme démesurément étiré, façonné comme celui d'une créature qui n'aurait jamais dû arpenter les Ozarks sur 2 jambes. Et ce qu'il avait laissé s'était tenu juste là, au bord de mon feu. Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Je ne suis pas resté longtemps à me poser la question. Un coup a retenti sur le versant supérieur du plateau, au-dessus du camp. Un autre lui a répondu depuis les arbres. Puis un troisième est venu de quelque part en contrebas, sur la pente, du côté du sentier, le seul sentier, celui que je devais emprunter pour rejoindre mon camion. Ces choses n'étaient jamais parties. Elles s'étaient simplement tues et m'avaient attendu. Mes pires craintes se réalisaient. À présent, elles étaient réparties tout autour du sommet de la montagne et communiquaient entre elles. Et l'une d'elles se trouvait sur mon chemin de retour. J'ai fourré ma tente à moitié pliée dans mon sac et attrapé mes 2 oiseaux. Il était hors de question que je parte sans eux, peu importe à quel point j'étais terrifié. J'ai hissé le sac sur mon dos et entrepris la descente. Dans sa première partie, le sentier qui quitte le plateau serpente enlacés à travers les chênes. La pente est raide et couverte de pierres instables. Je descendais rapidement, 18 kilos sur le dos, la tête pivotant sans cesse tandis que je surveillais les arbres de chaque côté. Puis les coups ont repris derrière moi. Le premier venait de l'endroit que je venais de quitter. Un autre a retenti sur ma gauche, plus bas et presque à ma hauteur. Elle descendait avec moi, ou peut-être me poursuivait-elle. Pourtant, elle ne courait pas. Je n'entendais rien fracasser les broussailles. Il n'y avait que ses coups, et quelque chose qui suivait mon rythme. Elle s'était déplacée en silence jusque-là, mais plus maintenant. Pas lorsqu'elle voulait que je les entende. Je n'en ai aperçu aucune durant toute la descente. À mi-chemin, l'odeur est revenue, si forte que j'ai cru vomir. Il m'a fallu 1 seconde pour prendre conscience de la direction du vent. J'avançais face à lui. La puanteur venait donc de devant moi. L'une de ces choses se trouvait désormais en contrebas. Elle m'avait encerclé, devant comme derrière. J'ai été obligé de quitter le sentier. C'est généralement une très mauvaise idée, mais je n'avais pas le choix. En temps normal, on reste sur le chemin. On ne s'enfonce pas hors piste dans l'arrière-pays. Mais je n'allais certainement pas avancer vers cette odeur, droit dans les bras de cette chose, ou de ce qu'elle avait à la place. J'ai donc obliqué brusquement vers la droite, en descendant tout droit à travers les broussailles, dans la direction où je savais que devait se trouver la coupe forestière. Il me suffisait de continuer à perdre de l'altitude. Je suis tombé presque immédiatement. Mon pied s'est pris dans une racine et je me suis lourdement écrasé sur une pierre qui m'a ouvert la main. J'en porte encore la cicatrice dans la paume. Même alors, je ne me suis pas arrêté. Je me suis relevé et j'ai poursuivi ma course, le sang coulant à l'intérieur de ma manche. C'est à ce moment-là que j'ai entendu les hurlements pour la première fois. Bon sang. Ils étaient la chose la plus terrifiante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Si les coups et la pression exercée contre la tente étaient déjà effroyables, ces cris semblaient avoir été inventés par l'enfer lui-même. Aucune créature naturelle, dans aucune forêt du monde, ne pouvait hurler ainsi. Le son venait de tout près, derrière moi et en hauteur. Il montait encore et encore, sans jamais s'interrompre. Même lorsque quelque chose de cette taille aurait dû manquer d'air et reprendre son souffle, le hurlement continuait. Tous les poils de mon corps se sont dressés. Puis un second cri a éclaté sur le côté. L'une de ces choses répondait à l'appel de l'autre par le même genre de hurlement. Ce devait être leur dernier avertissement. Je n'étais pas le bienvenu ici, et j'avais depuis longtemps dépassé le délai qui m'était accordé. J'ai dévalé la pente en ligne droite, traversant tout ce qui se dressait devant moi, broussailles comme arbres morts. J'ai enjambé une bûche, puis forcé le passage à travers un fourré d'épines vertes qui m'a lacéré les bras. Mais je n'ai ressenti la douleur que bien plus tard.
Mon sac ne cessait de me marteler le dos. Les oiseaux se balançaient follement. Pendant tout ce temps, j'entendais ces choses se rapprocher. Désormais, elles fracassaient les bois sur leur passage. Elles en avaient fini avec leur silence prudent. Plusieurs créatures lourdes et massives fonçaient droit sur nous. Elles étaient si grandes et si rapides que je savais que, si elles m'avaient voulu, si elles avaient réellement voulu ma mort, je le serais déjà. Elles me rabattaient comme un chien de berger pousse un troupeau de moutons. J'ai jailli des bois si vite que j'ai failli dépasser mon propre camion. J'ai ouvert la portière à la volée et projeté mon sac à l'intérieur ainsi que les 2 oiseaux. J'ai bondi dans l'habitacle et verrouillé les portes, comme si cela pouvait servir à quoi que ce soit face à des créatures de cette taille. J'ai saisi le volant, étalant partout le sang de ma pomme, puis j'ai démarré en tombant dans une gerbe de gravier. Je regardais de tous côtés, devant, derrière et dans chacun des rétroviseurs. Mais, tandis que je m'éloignais, je n'ai rien vu sortir des arbres. Ce jour-là, j'ai mis les pieds sur mon plateau pour la dernière fois. Je n'y suis jamais retourné. J'y avais chassé pendant des décennies sans jamais entendre ni rencontrer quoi que ce soit de semblable. Mais il suffit d'une seule fois. J'avais compris le message. Je n'étais pas le bienvenu là-haut. Voilà mon histoire. Je suis désolé si la fin paraît un peu abrupte, mais c'est ce qui distingue la vie réelle d'une fiction d'horreur. Je m'en suis sorti, j'ai retenu la leçon et aujourd'hui, je partage cette histoire avec vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire. À vous de décider. Et si vous vous demandez sincèrement ce que je pense avoir rencontré, ce que je crois que ces choses étaient, vous connaissez probablement déjà la réponse. Je pense qu'il s'agissait de Bigfoot. Probablement une famille de Bigfoot ou de Sasquatch. Je ne sais pas vraiment quelle différence il existe entre les deux, s'il y en a une, mais aucune autre explication ne tient debout. Y avait-il là-haut une famille de géants qui essayaient de m'avertir sans prononcer un seul mot humain? Ou était-ce la célèbre créature cryptide? Qui sait? Une chose est certaine, je n'y retournerai pas. Vous ne pourriez jamais me payer assez cher pour que j'y remette les pieds. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie.